Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres, si tu découvres cette chaîne par le biais de cette vidéo, eh bien déjà bienvenue. Je proviens en fait du sud de la Belgique et je me suis installé à Oslo en février 2025 et il m'est arrivé de prendre, de craquer complètement sur le vlogging en fait. Et lorsque je visite la Norvège, eh bien à partir de dès à présent, j'ai énormément de plaisir à donc vlogger, à enregistrer, à capturer tous ces instants que je vis, donc les vues, les voyages, les activités, mais également et surtout la rencontre, les rencontres de personnes qui vont partager mon expérience avec moi, et je pense que les rencontres, évidemment les rencontres humaines, font vraiment partie intégrante du plaisir que me proposent tous ces voyages, et donc ceci est le début on va dire, d'une nouvelle passion, et ce genre de vidéo va être de plus en plus, évidemment, fréquente sur ma chaîne YouTube. Donc en tout cas, n'hésite pas, évidemment, si ce documentaire te plaît, de t'abonner, de partager, de commenter, et le petit pouce vers le haut, ça participe grandement, évidemment, à mon référencement sur YouTube. Donc déjà, un tout grand merci d'avance. Alors déjà, une petite introduction, vite fait. Ce type de vidéo n'a pas pour but d'être rapide, de te faire l'effet d'un guide, mais plutôt mon concept à moi, c'est vraiment de te procurer une immersion et de te faire vivre au maximum cette aventure de la manière dont moi je l'ai vécue. Donc ce sera des vidéos en général relativement longues, celle-ci va faire 2 heures, voilà. Et il faut savoir que toute cette vidéo a été enregistrée sur l'espace de 3 jours. Donc j'ai énormément filmé de rush, j'ai évidemment passé énormément d'heures à faire le montage de cette vidéo. Donc en tout cas, j'espère qu'elle te plaira. Et installe-toi confortablement, encore une fois. N'hésite pas de privilégier un grand écran pour que l'immersion soit la plus complète possible. Et donc j'espère que cette vidéo te plaira.
Voilà, donc je suis arrivé à Tromsø après donc 1h40 de vol depuis Oslo et un transfert depuis l'aéroport qui a duré une vingtaine de minutes et qui a coûté 180 couronnes, donc une histoire de 15 € pour un trajet de 20 minutes en bus pour rejoindre donc le centre-ville, si je puis dire, de Tromsø, parce que attention, c'est tout petit, hein, Tromsø, c'est pas une grande ville, c'est je crois la 14e plus grande ville de Norvège, donc il y a je pense 40 000 habitants et par contre ça va être évidemment le point de départ pour l'exploration dans la partie arctique de la Norvège, et tu as également une communauté Sami donc, qui réside donc, dans cette partie du nord de la Norvège notamment, on va aller également à leur rencontre dans cette aventure, et tu as derrière moi tout au-dessus un point d'observation que tu peux atteindre avec un funiculaire, et ça ce sera au programme évidemment du jour. On va essayer d'y arriver avant que le soleil ne se couche, parce qu'il faut savoir que là on est fin octobre et que les journées sont encore relativement longues puisque le soleil se couche à 15 h. Donc là, il est 11 h au moment où j'enregistre pour le moment, là, au moment où je vous parle, et à 15 h, le soleil commencera déjà à se coucher. Et apparemment, il y a une vue imprenable sur le coucher de soleil, tout au-dessus là-bas du belvédère, avec une vue imprenable sur les montagnes et un point de vue également pour choper, si tu as de la chance, des aurores boréales. En tout cas, tout ça, donc, ce sera au programme de cette petite aventure. Et alors, j'en ai déjà des frissons, déjà à l'atterrissage. Par le hublot, je voyais déjà les montagnes enneigées et ça me procurait déjà des frissons, mais extraordinaires. Et on est vraiment au début d'une super belle aventure, les amis. Et donc voilà, merci de me suivre encore une fois. On est donc à Tromsø, qui se trouve à 1200 km de Oslo, donc tout au nord du pays. 1200 km, donc l'équivalent en distance de Oslo à Luxembourg. Voilà, 2 heures de vol, enfin 1h40 plus précisément. Et ça donc passer super vite, et tu es tout au nord. Là, il fait encore relativement doux, il fait 4 degrés, donc c'est vraiment super sympa. Le ciel commence à se dégager, il pleut pas de pluie prévue, pas de neige prévue, pas de précipitation prévue, mais on a quand même les montagnes évidemment enneigées en guise de paysage. Et on est parti pour l'aventure. Allez, on va faire un petit tour, on va découvrir le centre-ville. Avec évidemment un super point de vue, avec ces nuages dans le ciel, je trouve qu'ils participent vraiment au charme de ce paysage. Le ciel serait complètement bleu, je trouve que ça gâcherait peut-être un petit peu de ce charme, un petit peu spooky. Et je trouve ça super beau, ce dégradé de couleurs bleu, gris, blanc. Je trouve ça vraiment magnifique. Et je suis vraiment en train de réaliser que je suis vraiment un mec de la montagne, quoi. Il y en a vraiment, c'est l'océan, c'est la mer, c'est les palmiers, le soleil, la plage. Ben non, moi je suis désolé, c'est le blanc des montagnes enneigées. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau au monde. Et alors cette odeur de poiscaille, par contre, tu vois que t'es vraiment, t'as les pieds dans l'eau, quoi. T'as vraiment les pieds dans l'eau. Et donc le point de vue se trouve vraiment tout au-dessus, ici, où tu peux vraiment admirer donc vraiment les montagnes enneigées, avec, si tu as de la chance, comme je disais, donc des aurores boréales éventuellement lorsqu'il fait nuit. Mais évidemment, pour voir des aurores boréales, il faut évidemment s'éloigner des lumières du centre-ville, parce que la pollution de lumière empêche justement la visibilité des aurores boréales. Donc plus tu vas dans la nature, au loin des lumières de la ville, plus tu as de chances d'en voir, évidemment, si le ciel est serein. Donc on croise les doigts, J'ai réservé un guide avec un bus qui va nous emmener à la chasse aux aurores boréales. Donc ça, ce sera plus tard pendant ce séjour. En tout cas, d'ici là, on a un petit programme chargé quand même. On va aller à l'aventure, on va aller donc notamment découvrir la ville avec cette fameuse cathédrale en forme d'iceberg, qui est un monument incontournable de Tromsø. On va également partir dans un fjord pour aller à l'autre côté de la ville, voir ces petites maisons colorées, vraiment posées là, au bord de l'eau. Et on va également découvrir donc la communauté Sami, tous ensemble. Et voilà. Et on terminera ce voyage avec vraiment la star de cette vidéo, les aurores boréales. Voilà, donc on se trouve au centre-ville de Tromsø, et pour rejoindre l'église en forme d'iceberg que tu vois là-bas, et également le funiculaire qui va nous amener tout là-haut, il faut traverser ce pont qui relie les deux parties de la ville. Et en face de moi, j'ai quoi? Un immense magasin de souvenirs. Voilà,
spéciale dédicace à Maman Mélo. Elle serait là, je sais déjà qu'elle serait déjà à l'intérieur et y passer 2 heures. Bon, moi c'est pas mon truc, hein, je vais zapper. Je vais directement aller de l'autre côté là-bas. Et aller voir cette église iceberg là-bas de plus près. Hein, et puis on essayera évidemment de trouver un beau point de vue et notamment donc, de prendre le funiculaire qui va nous emmener tout là-haut. C'est très petit, c'est très très calme, c'est super beau. Par contre, je me demande comment les jeunes passent leur temps ici. En fait, ils doivent... Vu que c'est très petit, hein, 40 000 habitants, donc il ne doit pas y avoir non plus beaucoup d'activités. Je sais bien que j'ai vu quand même des salles de sport, il y a tout ce qu'il faut, autant ce point. Mais tu as intérêt d'avoir des bons potes avec qui tu t'entends bien, parce que je pense que tu dois vite te faire chier quand même, quoi. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Hein. J'ai quand même lu sur internet que c'était quand même une ville très festive, parce que c'est une ville étudiante. Il y a quand même une des plus grandes universités de Norvège ici, à Tromsø. Et il y a beaucoup d'étudiants étrangers apparemment, qui vont faire leurs études dans cette université. Ah, ça sent la poiscaille. Hein. Parce qu'il fait relativement clair quand même. On a quand même des vues assez dégagées. Parce qu'il faut savoir que la nuit arctique ici à Tromsø commence vers le 20 novembre, vers le 26 novembre je pense, jusqu'à mi-janvier, où la ville et les environs évidemment seront complètement plongés dans l'obscurité. Le soleil ne se lèvera plus à partir du 26 novembre jusqu'à mi-janvier. Donc pratiquement 2 mois sans voir la lumière du jour. Alors, c'est bientôt, hein, là on est le 27 octobre, donc dans 1 mois tout pile, ils seront plongés dans l'obscurité pendant près de 2 mois, non-stop. Voilà, t'as intérêt à faire des activités quand même en extérieur pour pas devenir fou, quoi, et prendre de la vitamine D, évidemment, pour éviter de tomber en dépression, parce que 2 mois dans le noir, ça doit quand même être pas facile, surtout dans une petite ville comme celle-ci, quoi, où il n'y a quand même pas grand-chose à faire. Sauf si tu aimes les randonnées, la nature, le ski, etc. Là, évidemment, t'es comme un fou. Mais ouais, t'as intérêt de t'occuper, quoi. Alors, désolé pour ce bruit. C'est un camion qui est en train de passer en nettoyant la rue. Ça, malheureusement, je peux rien y faire. Ouais, donc là, on est en train de contourner et on va aller jusqu'à l'église là-haut. On va peut-être passer par là. Peut-être plus joli. Je sais pas s'il y a un accès, je découvre en même temps que vous. Hein. Cette sensation quand même de liberté quand tu voyages, tu découvres une ville complètement inconnue, dans un cadre complètement inconnu. Et je trouve qu'il y a un sentiment vraiment de liberté. Moi, c'est ça que je recherche en fait. C'est dans ces moments-là, je pense que je me sens vraiment le plus... que je me sens le plus heureux, le plus épanoui en fait. C'est en voyageant, en faisant ces reportages, pour vous montrer tout ce que je découvre. Et puis en prendre plein les yeux. Chaque endroit où je pose les yeux, c'est l'émerveillement, quoi. Et là, franchement, j'ai mes 3 couches. Hein. Alors oui, je ne vous ai pas parlé de ça. Donc j'ai évidemment abordé la technique de l'oignon. Hein. Évidemment, j'ai été chercher tout ce qu'il fallait pour préparer ce voyage, même si les températures ne vont pas descendre en négatif pendant mon séjour. Donc ça va. Là, il doit faire 5 degrés, je pense. Et donc en fait, tu t'habilles avec une première couche contre la peau, en laine, donc en bas et au-dessus. Ça va vraiment te garder la chaleur de ton corps. Au-dessus de ça, tu mets un t-shirt ou une chemise ou une petite couche, quoi, juste au-dessus. Et tu remets ta veste, là, la veste blanche que j'ai ici. Et puis par-dessus, tu peux rajouter un kawaii si jamais il y a des précipitations, quoi. Et au fur et à mesure, en fonction de la température, en fonction de l'altitude, évidemment, où tu seras, va faire plus froid, plus chaud, quand tu seras un peu moins en altitude. Donc forcément, tu ajustes en enlevant une couche, en remettant une si tu as froid, etc., quoi. Donc là, moi, j'ai la petite couche en laine tout en dessous. J'ai un t-shirt simplement ici, avec une veste quand même bien imperméable et assez chaude. Hein.
J'ai mon bonnet, j'ai évidemment le cache-cou qui va jusque là, pour quand j'irai en dehors de la ville et un peu plus en altitude, je pense que j'en aurai besoin. J'ai évidemment mes chaussures de randonnée et avec une paire de chaussettes en laine. Et je te garantis que là, j'ai vraiment pas froid du tout et je transpire pas, quoi. J'ai pas chaud, quoi. C'est vraiment, comme on dit en Norvège, ils ont une expression en Norvège qui veut dire, je sais plus comment ça se dit en norvégien, mais en tout cas, ça veut simplement dire il n'y a pas de mauvais climat, il n'y a que des mauvais vêtements. Voilà, il suffit de bien s'habiller et en fait, tu kiffes, quoi. Tu kiffes. On se rapproche de plus en plus donc de ce pont. Et on va aller le prendre là-haut, hein, pour arriver de l'autre côté et pour aller prendre ce fameux funiculaire qui va nous amener tout au-dessus. Et je veux être là, vraiment tout au-dessus, avant le coucher du soleil, quoi. Alors on a beau être au centre-ville de cette petite ville, eh ben, je te garantis, il y a un calme qui y règne. C'est juste super agréable en fait. De un, l'air est super pur et super frais, bah forcément, hein, t'es au pied des montagnes, mais c'est d'un calme absolu. Tu te sens mais dans une sérénité mais incroyable. Et j'adore. Franchement, j'adore. C'est aussi un endroit en Norvège où je pourrais franchement m'installer. Et ouais, et ouais. J'aime le froid, j'aime la neige. Et franchement, quand les gens me disent moi je préfère Tromsø, bah, je comprends, quoi. T'es loin du tumulte d'Oslo, hein, même si Oslo, malgré le fait que ce soit une capitale, c'est relativement calme pour une capitale. Et ici, t'as juste l'impression d'être au bout du monde. Et c'est juste magnifique, quoi. Mais encore une fois, bah faut pas être seul, quoi. T'as intérêt de te faire des amis et te faire des amis à Oslo, des amis norvégiens, je parle. C'est déjà difficile à Oslo. Ici, j'ose même pas imaginer. Mais franchement, ouais. Tromsø, franchement, je pourrais m'y plaire. Mais ouais.
Donc tout ça, c'est la rue qui s'appelle Storgata. C'est la grande rue principale en fait de la ville, hein, une rue piétonne avec tous ses commerces et comme tu as pu le voir, sa pharmacie, son McDonald's qui est juste devant moi, son Burger King, tous les petits restaurants, magasins de sport, enfin tous les commerces en général se trouvent vraiment dans cette artère principale. Une belle rue, hein, franchement, hein, vraiment de l'autre qui est vraiment parallèle au côté du, allez, juste à côté de l'eau quoi en fait. Hein. Là on était vraiment dans la rue parallèle. Et donc tu remontes d'un bloc et tu arrives ici donc sur la rue commerçante principale de la ville. Et là je cherche quelque chose pour aller me restaurer un petit peu avant de traverser de l'autre côté parce que je viens de me renseigner de l'autre côté. En fait il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En fait tout est vraiment de ce côté-ci du pont, donc du centre-ville, tout est vraiment regroupé de ce côté-ci au niveau des restaurants, des bars, etc. Et donc je traverserai le pont après m'être rempli l'estomac parce qu'il est midi et j'ai quand même faim, hein, je suis debout depuis 5 heures du mat. Et donc je vais aller un petit peu me restaurer et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai traversé le pont enfin de l'autre côté de la ville, donc je suis au pied de la fameuse église, mais je pense, et je suis pratiquement même sûr, que malheureusement il y a un enterrement. Je sais pas pourquoi, apparemment les gens ici meurent, je sais pas pourquoi, je sais pas. Apparemment les gens meurent ici quand même aussi. Donc voilà, ils sont tous habillés de noir, il y a quand même la sonnerie qui retentit, tu reconnais bien la cloche d'un enterrement quoi. Et ouais, donc on va peut-être attendre un petit peu. En attendant, on va aller crapahuter donc ici de l'autre côté et voir un petit peu si on a encore de plus belles vues, etc. Et là, évidemment, je vois le funiculaire qui t'amène tout au-dessus. Et juste en face de moi là-bas, on va essayer de trouver l'entrée et on se rejoint tout en haut plus tard. Voilà, donc je suis arrivé au pied de l'église. Cette église donc en forme, une église qui est un petit peu, qui a été construite un petit peu pour rappeler la forme d'un iceberg. Elle a été construite en 1965, donc il s'agit d'une église toute récente, hein, une des églises les plus modernes au monde. Évidemment, là je suis littéralement à côté, donc je ne sais pas si tu peux voir effectivement la forme de cette église, mais elle est censée rappeler la forme d'un iceberg. Et donc elle surplombe, comme tu peux le voir, la ville de Tromsø. Et donc là-haut, tu as la gare du funiculaire, et c'est notre prochaine étape.
Je me rapproche, je suis à 500 mètres de l'entrée du cable car, hein, du Fjellheisen qui s'appelle. Et on n'est pas trop dépaysé, hein, tu vois, un Eurospar ici, au coin de la rue. Et franchement, c'est sympa hein, comme quartier. Hein. C'est vraiment au pied des montagnes. Et c'est beau quoi, regarde. T'as droit à des restes de neige hein, parce qu'il a neigé le week-end dernier. Et ici, il reste quand même des restes de neige déjà à cette altitude-ci. Donc on va se diriger vers le Fjellheisen hein, qui est renseigné à 500 mètres ici à droite. Et lui qui attend sagement papa ou maman, il est gentil. Mais t'es beau toi. Ben oui, t'es beau. Il bouge pas. Et alors, pour te montrer où je mets les pieds, c'est vraiment pas évident parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait de la glace comme ça, à ce point-là. Faut vraiment faire gaffe où tu mets les pieds. Et donc tu vois, cable car, c'est ici, à 600 mètres. Et ben donc on va y aller. Allez, go. Bon les gars, je sors du funiculaire, hein. On est tout au-dessus. Et je peux te dire que waouh. Mais on va plutôt laisser les images parler d'elles-mêmes. T'en dis quoi? Allez.
c'est parti. Alors il faut quand même débourser là, un coquette somme de 600 couronnes hein, pour avoir un billet aller-retour. Le trajet se fait en moins de 5 minutes, hein, voilà, c'est relativement haut mais ça va quand même relativement vite dans ces petits œufs suspendus par ces câbles et tu payes donc l'équivalent d'une 50aine d'euros pour le trajet aller-retour, voilà. Mais le spectacle en vaut la chandelle. En plus ici il commence à y avoir des couleurs un petit peu bizarres dans le ciel, hein. Tu vois vraiment c'est dégradé. En fait il y a toute une couverture nuageuse, mais tu vois le bleu hein, par endroits où les nuages ne sont pas. Mais tu vois également différents dégradés de jaune, de bleu, enfin le ciel est juste magnifique. J'ose même pas imaginer ici si quand tu vois des aurores, désolé j'avais laissé le zoom, si tu vois des aurores boréales ici, la nuit ça doit être vraiment somptueux. Pour ma part ce ne sera pas ici que j'irai les observer, hein, mais voilà, j'espère avoir quand même un spectacle au moins équivalent. En tout cas regarde la vue que tu as et on va faire un petit tour hein, et je vais te laisser évidemment profiter de ces images et admirer ce paysage.
Les amis, on va avoir droit, je pense, à un merveilleux coucher de soleil. Parce que là, au moment où je vous parle, il est 14h30. Et dans 1 heure, le soleil va déjà se coucher. On est encore dans les jours où, on va dire, le soleil se lève encore relativement longtemps. 6 à 7 heures par jour. Car dans moins d'1 mois, comme je disais en introduction de cette vidéo, dans moins d'1 mois, le soleil se couchera pour une période pratiquement de 2 mois sans jamais se lever. Donc les habitants seront plongés dans l'obscurité pendant pratiquement 2 mois. Là on est fin octobre, donc le soleil est encore généreux et il nous éclaire jusqu'à 15h30 prévu pour aujourd'hui, donc d'ici 1 heure. Donc après avoir fait une très bonne séance de shooting vidéo et photo, je vais aller un petit peu jusqu'à ce restaurant, me réchauffer, boire un peu de café. Et puis je redescendrai tout doucement pour aller à mon logement, mon Airbnb, recharger déjà toutes mes caméras, mon téléphone, etc. Me rafraîchir un petit peu et pour partir à ma première aventure de ce séjour de 3 jours dans le nord. Et donc l'aventure, les amis, ne fait que commencer. Et regarde-moi déjà ces différents tons dans le ciel qui sont juste époustouflants. Regarde-moi ça. Tu croirais en fait que je suis devant un écran vert et que j'ai mis une photo truquée par l'IA, mais pas du tout, c'est réel. Regarde un petit peu les couleurs derrière moi. J'aime la montagne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'aime la montagne. Je ne serais pas étonné qu'un jour je finisse ici. Parce que franchement, le froid, la neige, les montagnes, je pense que ça définit de plus en plus la personne que je suis. Je me rends compte au fil de mes aventures que bah ouais, la chaleur, tout ça, c'est définitivement pas pour moi. Et moi, ce qui me fascine, c'est ces paysages-là, en altitude, avec la neige et ce ciel. Et c'est ce ciel qui me fait kiffer. Mais regarde comme ça. Qu'est-ce que c'est beau. Bon, il fait quand même relativement froid, comme tu vois, comme je suis emmitouflé depuis que je suis ici en altitude. Donc je vais aller me réchauffer un petit peu. Et on se revoit un petit peu plus tard. Ça caille. Et tu vois la super belle vue qu'il y a derrière. Là, c'est magnifique. On commence à y voir les lumières qui s'allument. En tout cas, moi je les vois bien. Je ne sais pas sur la caméra si ça rend bien. C'est juste magnifique, quoi. On va juste s'abriter parce qu'il fait froid.
voilà un shooting vidéo et photo, tout ce qu'il y a de plus renversant. Et regarde derrière moi. Et il est 16h. Voilà, il est 16h. Et tu as déjà donc les lumières de la ville ici en fond. Et on va tout doucement redescendre parce que je vais me diriger vers mon Airbnb pour la première fois, pour me rafraîchir un petit peu et repréparer mes affaires pour le shooting de ce soir. Aux aurores boréales. Il est 18h, on va quitter le centre-ville de Tromsø et on va se diriger encore plus au nord pour aller chasser les aurores en espérant évidemment qu'on ait de la chance. Donc on est parti pour 1 heure de trajet et puis on va voir si on a de la chance ou pas. En tout cas, je croise les doigts.
un petit point culture avec Jean-Michel Laramène. Alors, la culture, c'est comme la confiture, hein, comme je dis souvent, moins on en a, plus on l'étale. Eh bien, je vais encore une fois l'étaler. Je vais quand même vous expliquer c'est quoi une aurore boréale, hein. C'est bien joli tout ça, je veux voir des aurores boréales, mais ça vient de quoi? Ça se fait comment? Eh bien, le Soleil émet des particules, le Soleil éjecte en permanence des particules chargées en électrons et en protons notamment dans l'espace, formant ce qu'on appelle le vent solaire. Le champ magnétique terrestre les dévie. Le champ magnétique terrestre de la Terre agit comme un bouclier, déviant la majorité de ces particules, et elles sont dirigées vers le pôle. Le champ magnétique terrestre conduit un surplus de ces particules vers les pôles nord et sud, créant des zones où les aurores seront plus visibles. Les particules entrent en collision avec l'atmosphère. Lorsque ces particules entrent dans la haute atmosphère, elles entrent en collision avec les atomes et les molécules, principalement l'oxygène et l'azote. L'énergie est libérée sous forme de lumière. Cette collision excite les gaz qui émettent ensuite de la lumière, des photons, en retournant à leur état stable, créant ainsi les voiles lumineux des aurores boréales. Alors les aurores boréales peuvent être de plusieurs couleurs. Alors attention, je vais faire un petit aparté là-dessus juste après, mais il faut savoir que la plupart des aurores boréales, enfin les plus communes, seront vertes. Il y en a également des rouges, et tu peux également en avoir des bleus et des violettes, mais là c'est évidemment beaucoup plus rare, puisqu'elles sont souvent visibles en dessous de 100 km, tandis que le violet peut apparaître à des altitudes supérieures. Alors là maintenant, évidemment, je peux laisser mon petit texte et te raconter un petit peu ce qui s'est passé ce soir. Donc, à Tromsø, il y a énormément de visites que tu peux faire, évidemment. Hein. Il y a plein de choses à faire. Hein. Si tu aimes la nature, les grands espaces, bah, tu es vraiment au bon endroit. Tu peux notamment faire du bobsleigh, tu peux faire de la luge, du ski de fond, du ski alpin, et j'en passe. Voilà, évidemment, comment ça s'appelle ? Du surf des neiges, quoi. Voilà, tu peux faire de la motoneige, tu peux aller également en excursion, rencontrer les Sami et nourrir les rennes, hein. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Tu vois, le ciel est en train de se lever, et j'ai vu dans mon Airbnb ici sur la montagne, donc où on était hier, hein, l'observatoire est tout en haut sur la montagne qui se trouve derrière moi, et là il est 7 h du matin, hein, enfin bref, petit aparté. Moi, ce que j'ai fait en fait de mon côté, c'est que j'avais réservé à l'avance un tour avec un guide en bus, en groupe, et ces guides sont évidemment connaissent un petit peu les endroits là où les aurores peuvent apparaître si l'activité évidemment est chargée, et là évidemment il y a énormément le facteur chance qui va jouer, hein, puisque les conditions nécessaires pour voir des aurores, c'est déjà avoir un ciel dégagé. Si tu as un ciel complètement nuageux, tu vas avoir beaucoup moins de possibilités d'en voir, quoique entre quelques nuages tu peux en apercevoir, mais évidemment lors d'un ciel complètement clair, eh bien, tu auras beaucoup plus de chances d'en voir, mais ce n'est pas garanti non plus, puisqu'il faudra voir l'activité justement des aurores boréales. Donc est-ce que ces particules justement qui vont être envoyées dans l'espace vont redescendre cette nuit? Si oui, si tu as un ciel clair en plus, ça va être magnifique. Sinon, c'est juste pas la faute à pas de bol, quoi. Et moi, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai réservé donc un bus avec un guide en groupe. On était une bonne trentaine de personnes. Il y avait des Asiatiques, il y avait énormément de Colombiens, d'Hispaniques. Il y avait un Français aussi que j'ai rencontré, qui avait lui par contre fait le même trajet la veille et qui n'avait malheureusement pas eu la chance de voir quoi que ce soit. Et donc tu embarques dans le bus, et puis le guide te dit on va se diriger vers telle localisation, et c'est justement à cette localisation que si on a de la chance, on aura peut-être la chance de voir des aurores boréales. Alors on prévienne, on en a pour plus ou moins 1h30 pour aller encore un peu plus dans le nord, pour aller à un spot normalement réputé pour pouvoir voir les aurores boréales. Donc on s'installe dans le bus, on commence vraiment à s'installer, à faire une petite sieste, hein, parce qu'on s'est dit on a 1h30 de route, et puis soudain, au bout de 30 minutes, le chauffeur de bus, enfin le guide, prend le micro près du chauffeur de bus et il nous dit « Ouh là là les gars, il y a une activité pas normale là, on va s'arrêter parce que je pense que c'est déjà en train de démarrer. » Je me dis « Ouh là là, est-ce que je vais vraiment avoir la chance d'en avoir ?» Donc ça faisait une demi-heure qu'on avait démarré, hein, donc on n'était même pas au tiers du trajet qu'on était censé faire. Et alors, ce que je ne savais pas, et ce que je vais peut-être également t'apprendre dans cette vidéo, c'est que les aurores boréales à l'œil nu, tu ne les vois pas en couleur, tu ne les vois ni en vert ni en rouge,
ni quoi que ce soit. En fait, tu vois comme des voiles blancs, comme des nuages en fait, se dessiner un petit peu dans tous les sens et faire des mouvements un petit peu de vagues comme ça. Et en fait, il faut prendre ton appareil photo ou ton téléphone, ton smartphone, et c'est l'appareil photo qui, lui, va évidemment accentuer les couleurs, et c'est grâce à ton appareil photo et ou à ton smartphone ou à ta caméra que tu vas pouvoir voir effectivement les couleurs des aurores, parce que tu les vois à l'œil nu blanches. Ça, je ne le savais pas, donc il faut trouver le bon spot, et il faut évidemment, petit conseil maintenant, si tu pars à la chasse aux aurores boréales, c'est quand tu prends une photo, tu te mets évidemment, tu actives le mode nuit, très important, tu actives le mode nuit sur ton appareil photo, sur ton smartphone, et tu mets ton minuteur sur 3 secondes, tu prends la photo, tu l'enclenches, et tu restes, attention, très important, tu restes totalement immobile. Il ne faut surtout pas bouger. Donc si tu as un trépied pour poser ton appareil, c'est mieux. Sinon, il faut vraiment que tu le prennes en main, limite que tu te poses sur un genou, à genoux, assis ou caisse, mais surtout que tu ne bouges absolument pas, parce que dès que tu vas bouger, tu vas avoir une impression de flou et l'aurore boréale n'apparaîtra évidemment pas correctement. Donc voilà, tout ça je l'ai appris sur le tas. On s'est amusé, hein, j'ai sympathisé avec ce groupe de Colombiens qui était juste super sympathique. Donc on s'est échangé nos photos, on s'est fait prendre en photo l'un et l'autre, hein, ça a été vraiment super pratique. Et puis ça a donné les photos et les vidéos que je viens de t'illustrer, quoi. Donc c'était juste magnifique, on a eu énormément de chance. Et là en l'occurrence, ce qui m'a fait délirer, c'est que le guide qu'on avait, c'était son premier soir où il faisait le guide dans cette entreprise, parce que tu as plusieurs entreprises qui te proposent des tours comme ça, à la chasse aux aurores. Et voilà, pour son baptême, le coco il a eu énormément de chance également, et franchement je ne m'attendais pas à avoir autant de chance. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que j'avais réservé normalement pour le mardi soir, et au fur et à mesure que la date approchait, je voyais sur l'application météorologique que le mardi soir serait plus nuageux que le lundi. Donc le dimanche, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé l'organisateur de cette chasse aux aurores. Je leur ai dit, voilà, écoutez, j'ai un empêchement pour mardi, est-ce qu'il y a moyen, ou est-ce que vous avez encore de la place pour me transférer au lundi? Eh ben franchement, qu'est-ce que j'ai bien fait. Qu'est-ce que j'ai bien fait. Le spectacle en valait vraiment la chandelle. On est resté sur place, on va dire, on est parti à 18h du centre-ville. On est donc arrivé vers 18h30, 18h40. On est resté jusqu'à pratiquement minuit sur place, donc pendant plus de 4 heures à faire des vidéos, des photos. Alors par contre, tu as vu, il y a un rendu vidéo qui est pas terrible. En vidéo, ça rend vraiment pas super. Moi, je pense d'avoir un appareil vraiment pro, comme le guide avait, mais pour les photos, voilà, c'est juste magnifique. En fait, si tu peux t'éclairer avec la lumière de ton écran de téléphone, tu te donnes un petit accès de lumière, si tu veux, sur ta silhouette, et avec un autre appareil photo, tu te prends en photo, comme je disais, de manière complètement immobile. Donc c'était juste magnifique, et aujourd'hui, on est reparti pour d'autres aventures. Aujourd'hui, au programme, ça va être un petit tour dans le fjord, avec un déjeuner au saumon de la région, donc ça va être superbe. On est parti pour Tromsø, jour numéro 2 sur 3. Et oui,
Comme tu le vois, un ciel bien dégagé, encore plus dégagé qu'hier. Je ne sais pas si ça va rester comme ça la journée. En tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Encore donc une belle journée qui s'annonce. Et là, je vais partir à mon rendez-vous pour un petit voyage dans les fjords avec au menu des plages, de l'eau turquoise. Et oui, une petite balade sur une plage avec de l'eau turquoise et une dégustation de saumon. Tout ça, c'est le programme du jour. Alors j'ai rencontré deux individus espagnols dans l'autocar en direction du fjord. ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel? ¿Cómo te llamas? Miguel. Miguel? Yeah. Me llamo Miguel. Es la primera vez de mi vida que estoy con tu Miguelos. Miguelito, ¿sí? Miguelito. Miguelito, ¿sí? More or less. Miguelito, more or less, more or less. ¡Miguel! Sí.
En arrivant à Sommeroy, j'étais loin de m'imaginer une telle diversité de paysages, avec une telle couleur de l'eau, avec un paysage tellement magnifique, et encore une diversité tellement extrême que tu as même peine à croire que tu es toujours dans le même pays. Ce pays est fascinant, ce pays me fascine de plus en plus, et être sur cette plage, à marcher, au rythme des vagues, m'a vraiment captivé au plus haut point. My field of view.
Especially been working with business now for 20 years as well. Just seeing the development as well. Of course, thanks to the tourism, there might be a bit more. Like I started back in the day, you know. Hi, man. Hello, mate. Nice to meet you. Nice to see you. Nice to see you. Thank you for answering my interview. Yeah, you're welcome. So you're originally from Tromsø. Yes, born and raised. Born and raised. All my life. Great, man. So you are the perfect person that I need to speak to. Can you? No, I was born in Tromsø. I've lived here all my life, growing up as well. I guess in a sense both typical and non-typical Norwegian. As a kid, you know, skiing and all that, you know, Norwegians being born with skis on. Exactly. But in my grown-up life, I haven't touched skis for ages. So I'm very atypical. But I was lucky enough to get into this business back in 2007 as a chef back in the day and working myself up, you know, in positions, changing jobs, and eventually I became a bartender. But it wasn't until 2015 maybe, I discovered craft beer for the first time, like properly craft beer, and I had an interest for it as well. You mean Belgian craft beer? A little bit actually, yes. A few of them were actually in Belgium, or if not from Belgium, Belgian styles, like a Belgian quadruple, triple, saison, for example, of course. At this time I was working as a manager in a nightclub, you know, pumping out drinks, loud fucking music. It was a bit fun, but also, yeah, you get a bit tired of it. How old were you? Back then I was between 23 and 26. And now you are? I'm 35 now. 35? Yeah. Okay. I started when I was just after I turned 17 back in the day. Okay. So when I got introduced to craft beer and fell in love with it, I did have conversation with my then boss that I was, you know, I love beer and all this. It was so cool to open a beer bar. And eventually asked me that if I wanted to join him to open up a beer and wine bar, which we did back in late 2016. So that's when my first love started. I started properly working with craft beer and of course wines as well. What kind of childhood do you have here, like back then and nowadays? And how do people cope with like maybe the solitude, I would say, because it's such a small city, like really like isolated maybe from the rest. So how does it go here in Tromsø? Well, as a kid, it was, for my part, it was very nice. Because also you're so connected with nature. The freedom, the safetiness. I don't know how it is in other countries, being in Europe and so on. Like, of course, when I was a kid and we were out playing in the neighborhood, that good old fashioned, your mom walks out on the porch and just shouts to the whole neighborhood, "Dinner!" And you would hear it in the forest above, you know, and you'll come running down to eat, you know. But is it still like this now? No, I think, of course, with the invention of mobile phones in today's society, it has completely changed. Everyone has a cell phone. Even when you're a kid, you have, maybe not all, but a lot of them do have a phone, you know. So you don't have that same kind of freedom. Right now, we're all connected through these devices. So I think you've lost something in that. That's for sure. So it was a great time. Just, I don't know, just walking about, skiing, building fucking snowmen, snow castles, you know, just whatever you want to do as a kid. Biking in the summer or skiing, snowboarding, you know, pick your poison, you could just do it. As long as you had, well, the equipment you needed, you could just play around. It was I think it's something, of course, people in mind, probably your generation as well, something you look back to be like, the kids today are missing out on that kind of freedom. Exactly. You wanted to see a friend of yours, you just took your bike and you rode to him, you know? And you had to hope he was home or could play with you. Otherwise, you just go back and, you know, look for another friend. And so it's still gone here as well. Yeah. Like Norway, of course, is quite up on the technologies and all that, you know. That's amazing. So it's just part of life these days, unfortunately. So, you know, of course, people play, if they didn't ski, of course, sports, of course, football is a big sport in Norway in general, you know. So, of course, you just join a club, you play football as a kid, and if some other do other sport as well, be it handball, volleyball, different kind of skiing and all that. So, and that's still a big thing, of course. It maybe even more so now, I think, because... how do I say? I think there's been a big growth when it comes to partaking in club sports, doing something as well. But how the kids are doing these days is I actually don't know, because of course I'm not don't have kids myself.
And I do not know or talk to many people that have kids, be they, the kids are maybe 6, 7, 8 years old. But I do believe, just from what I'm seeing and experiencing, I think kids these days are kind of growing up a little bit too fast, becoming, say, more adult. They're maybe more taken up with fashion and makeup in an early age, instead of being, that playful kid, being childish. Okay, but would you say that the kids in Tromsø are more like keen to go during their free time in the nature than any other part of Norway, or it's kind of the same? Or I would think overall it's maybe gone down, and again I think it's thanks to these Because iPads and iPhones. I think that all the social media, TikTok, Reels, because now since you have so easy access to entertainment, be it good or bad, doesn't matter, Back in the day, you were lucky you had VHS or DVD, maybe a PlayStation, Nintendo, and then you watch TV, as normal TV. that was better, right? Yeah. So when you couldn't, if your mom and dad didn't allow you to play games or whatever, you had to just go out until they said you can come in again, It was just, you were forced to use your imagination to make up games or activities to just actually make the time pass as a kid. I do not think that's the case anymore. That's very sad, because with these landscapes, these mountains, you should go ski, go snowboard, go in the snow, go play, I'm quite sure that's still a big thing in Tromsø, of course, even with the kids as well. Thanks to just, where I grew up is the island next to the airport, just across the bridge there. Okay. If I just walk 5 minutes upwards, I will be up in the mountains, You have such easy access to everything in that sense. Fishing, swimming, whatever you want to do, it's very easy. Here is dark. In the winter, it's dark. In the summer, you have the sun the whole day. So, for example, when I work here in the weekend, let's say I'm done about 4 in the morning during the midnight sun. If I go out into the main street and I look that way, the sun will be glaring me straight in the fucking eyes. So it's there. And it's the same when you want to go to bed, actually. It's still super shiny and... And with it being on such a low altitude, kind of say straight in front of you in a sense, it's also so bright and intense. And of course, compared to when it's up in the sky, you can avoid looking at it, but when it's down there, it's looking at you. I didn't think about it. Yeah. And it's probably the most underrated, because it's the most beautiful time of the year, actually. At least for me, when I'm done here working at night and I have to walk home or something like that, and the sun is out, it gives up a beautiful light as well. It's quiet because everyone is sleeping as well. So it's quiet, serene, beautiful. I think I want to experience that once in my life as well. But do you sleep your 8 hours a day anyway during those summer? Or Yeah, you manage to sleep properly? Yeah. I have no issues with that at all. Nothing at all. No. Of course, I'm born and raised with it, so I'm used to the midnight sun. You're used to it. But like you mentioned, having thick, nice black drapes is always a good thing. I don't, depending, of course, where your bedroom window is, I don't need the sun to glare in my window. It's, nah. I like it dark and cold. Me too. I'm a metalhead, so I prefer dark and cold. But what do you want? I wanted to ask. What's the highest temperature you can get in Tromsø in your memories, and the lowest temperature you get in Tromsø? So recently, when it comes to the warmest, because we've had now 3 really good summers in a row. Not this, but last summer was the best one. Because I think in Tromsø, to be called a summer day, it has to be above 15 degrees, I believe it is. Okay. And last year we had over 30 of them. Same with this year as well. 30 is summer. You get 30 degrees in summer? No, 30 days. Above 30 15. days. Okay. But also, of course, temperature's been up as well. So I don't know, the warmest, I don't know, somewhere between 25 and 30 degrees. Okay. Oh yeah, you can get to 30 degrees? Yeah. Or at least up to, let's say, 28 maybe. Oh shit. Okay. So it's... But that's unusual. That's because of global warming? Yeah, not lately. Like I said, the summers have been getting, say, more sun, but also warmer as well. Okay. Like back in the day, that's the thing about Tromsø, at least used to be. It's still a thing, I believe. But since the summer up here is so short, and we usually don't get so many warm days, as soon as you have, let's say, 10, 15 degrees, it's all about getting out, having your outdoor, the first pills, just enjoy the sun as much as possible, drink with your friends. But now, since we've had such good summers lately, that might be changing a bit because we're getting more sunny days. It's not as special anymore. There's quite a vibe when that happens, or at least when it used to happen.
it gives off energy that is hard to. Because of course, when it's something you don't get very often, it's a rarity. It becomes extra special. It can be whatever, but I say with the weather, when you have, say, if you're lucky, you get 5 really good days in the summer, you're gonna fucking enjoy those 5 days. Yeah, you know? exactly. And if it becomes a habit, you just say, it's normal. So yeah, let's go exactly, home. exactly. Yeah. No, so it's been getting very, very, very warm up here in the summers lately. Sometimes even for me, it's like, fuck, it's getting a bit too warm. But it's too warm then for you, right? You're sweating and you say, what the fuck is that heat? What can I say? I'm a boy of the Arctic, you know. While in the winter, I think a lot of people have a misconception about winters up here, because of course we're inside the Arctic circles, we're in the Arctic. And I think when people hear Arctic, they are thinking snow, ice, cold, I don't know, polar bears, reindeers, probably some fucking penguins. So as well. cliche, right? Yeah. But for the most part in the winter, I would say it's usually a stable temperature of -5 to -10. I think the coldest measured temperature in the winter here is like -18. The worst I've experienced that I can remember myself, because I had to go out and do some work, it was about, I think, -15. So it's a bit cold. But I think over the last few years, for the most part, we haven't had proper winter, and by that I mean snow comes and it fucking stays. So here, because then it melts because the temperatures go high, and then it's rain and. Like now, as you're seeing, we just had a bit of snow come in. That was last weekend, right? Yeah, and now it's kind of mild again, so it's kind of melting away a bit. So we've had that for the last few years. Like we haven't had proper snow staying until from December. Okay, so you don't have that anymore. Like here, it's not like full of snow in the city center. No, because of course this street, the main street here, it's heated. It's heated. Yeah. Okay. Yeah. So you won't have any accidents on the ice or whatever. Okay, but like around the port, etc. Yeah, like is that like this big pile of snow? You mean by the docks? By the docks, yeah. Yeah, easily. Yeah, can happen when you have those. Of course, usually when you have a lot of snow coming down and they're plowing the snow in the city, they will usually drive it away as quickly as possible. At least from areas where it will be in the way, be it for traffic, parking, or something like this. So they are really straightforward. They know when it's gonna snow, and they really put in place like all the dispositions. They take all the dispositions to clean everything and stuff. Okay, I bet it's good in Norway. That's of course like why in Tromsø it works just fine. But if you do it in Oslo or in London, you get a bit of snow. A lot of things just stop working. Because of course cities like Oslo or say London, this example, are places where you don't get usually that much snow. So when they do, it's exceptional. They don't. Yeah, and also why would you invest like millions into equipment you might use one time a year? It's not worth it in that sense. Yeah, no. So things they mostly work. Of course, sometimes you gotta wait for stuff to be plowed. There's a lot of roads, a lot of places need to be plowed. And we don't have a limited supply of fucking truck drivers and people in the tractors and whatever else to plow all the snow away. Yeah. Well. Nice. And so you don't ski or snowboard or nothing? No. What? I'm the worst Norwegian / local boy. I sleep, I work, I drink, I eat. And that's it? Yeah. Okay. Then you work a lot, I guess. I do work a bit, and I guess also that's the kind of the cool thing about being in this business, but also with these kind of bars. Like I mentioned before, I say nightclubs. You don't really have time to interact or talk much. It's more about pumping out the drinks just to get the night done, as quick as possible. While here, especially when you're also serving wines and craft beer, kind of specialty products, you can give a better service and have a better interaction with your guests. Kind of like right now, in a sense, with you. I would never do this in a nightclub. That's never gonna happen. Definitely. So I have such a great social life thanks to my work, not just my colleagues, but also all the guests, the regulars coming by, like with all the tourists coming here. So I get talking to people from all around the world. That's nice, right? Yeah. It's like when I'm off and I say I want to go have a drink, I'll usually drink here because I like beer and I like being here as well. And I can come by myself if I'm not talking with my colleagues. How many colleagues you have? We are 4 or 5 now. 4 or 5. Yeah. Okay. And if I'm not talking with them, I'll end up talking with some random guests or some regulars, or someone will see me from there. Oh, there's Tommy, he's drinking beer. I'll go and join him. So it's such an easy social life to have through this work as well. So you're Tom, right? I'm Tommy.
Tommy, nice to meet you. Yes. And well, congrats for this bar because it's really cool. So guys, if you come to Tromsø, I recommend you pass by to Balthazar Bar. What's why Balthazar, by the way, quickly to... Well, Balthazar means? Yeah. So Balthazar actually comes from a sizable wine bottle. So if you don't know, you have a normal wine bottle, right? 75 centiliter. Oh, okay. After that, you have Magnum at You have 1.5. Magnum. And you have, I think it's Jeroboam is like 6 liters. And a Balthazar is like 12 or 13 liters. It's a massive ass Okay, bottle. I see. Yeah, that makes sense. Well, thank you very much for taking the time to My answer pleasure, me. mate. And yeah, that will be a nice part on the video. So much appreciated. And guys, if you come to Tromsø, please stop by to Balthazar Bar on the main street, which is Storgata here in Tromsø, and you will have like the opportunity to talk with a nice guy and also drink some nice beer and nice wine. Thanks a lot, Meng, for your time. Cheers, Appreciate mate. it. Tu trouveras ce fameux petit bar, le Balthazar, en plein milieu de Storgata, donc l'artère principale de Tromsø, et je te recommande fortement de t'y arrêter pour rencontrer Tommy. C'est un bonhomme exceptionnel et il te servira certainement un très très bon breuvage. Il est temps à présent, pour moi, de rencontrer les Sami. Les Sami sont un peuple autochtone d'une zone qui couvre le nord de la Suède, de la Norvège et de la Finlande, ainsi que la péninsule de Kola en Russie, connue sous le nom de Laponie. Ce peuple est souvent nommé Lapon, mais ce terme est non seulement un terme étranger, mais aussi originellement péjoratif, issu de la racine lap, qui signifie porteur de haillons en suédois. De même, ils appellent leur terre ancestrale Sapmi et non Laponie. Les activités traditionnelles des Sami étaient autrefois la pêche et l'élevage de rennes, mais aujourd'hui, seule une minorité des 85 000 Sami en vit encore. Pour les Sami, le territoire n'a pas exactement le même sens que dans la pensée européenne courante. Les Sami ne s'intéressent pas aux cartes géographiques car ils estiment qu'un territoire n'est pas simplement l'objectivation d'une ère, codifiable et communicable à volonté. Ils considèrent que le territoire ne peut être appréhendé qu'en étant vécu de l'intérieur. Ainsi, chaque repère géographique, comme une rivière par exemple, n'a du sens qu'à travers des activités et des souvenirs qui sont associés, ce qui explique que chaque élément naturel ait son propre champ yoik. Le yoik est une manière de rendre présent le lieu évoqué, d'invoquer la perception d'un ailleurs. Savoir également que les Sami, c'est la seule population indigène d'Europe. Voilà, ils ont quand même donc encore leur propre culture et il faut le savoir, ils sont les seuls à pouvoir faire de l'élevage de rennes en Norvège. Like that. So can you say again for what's the name of these chants? This singing method is called yoik. Yoik. Joik. Yoik is traditional Sami singing method. It's also a personal way of presenting feelings and being poetic. So yoik can belong to a person, animal, place or happening. This yoik especially belongs to a guy, I think he was from my hometown, and he was called Norvegien. And he was actually a bear hunter in Karasjok. And the story behind the yoik is that he was once hunting for bears and then got charged by a bear and the bear bit over his head. But he managed to survive that. So it's a very interesting story about this, and I love the yoik because of the deep meaning of the yoik, and the deep vocal gives even a deeper feeling of it. So I am here in a Sami camp outside of Tromsø. How many kilometers from Tromsø? 60 something like that? We are around 50 kilometers 50 away from kilometers. Tromsø city. Okay, nice. And we are obviously in the middle of the mountains, surrounded with these beautiful mountains. And I have here, what's your name, sorry? My name is Eira Mahti Aslaka Johan Mahti Julmikkel. Okay, Or so just John Michael. that will be
difficult for me to say. It's a long name. Yeah, it's several. my whole family name. So I'm presenting myself over 4 generations. That's the way you do in Yeah. Sami community. It's in the Sami community to present ourselves over several generations. Wow. Okay. But my normal name is John Michael. John or just Michael. Michael. Okay, Michael. Then that would be easier to call you Michael. So nice to meet you, Likewise. and thank you for accepting this kind of interview. So I read on your culture that your culture still extends to Finland and also Russia, like northern Russia. How many Sami people are numbered? If I can say numbered, but what's the approximate number of Sami people around? In these areas, yeah. We are around 80,000 Samis in these 4 countries: Norway, Okay. Finland, Okay. Sweden, and west side of Russia. Okay. 90,000. Yeah, around Okay. 80 to 100,000. Okay. Okay. And you're keeping like your culture still like as it was, many years ago. You still live like the Sami way of life. Yeah, we're still trying to keep the Sami traditions alive, but of course we also have to adapt ourselves according to the modern times with snowmobiles, drones, like Okay. cameras, like all of this new equipment we're taking in use as well. Okay. So we don't hang after of the technological like changes. Okay. Okay. So you still adapt with the modern times and everything. You just basically live like everybody. It's just that you're more really in the forest, in the mountains, like especially with reindeers, hunting, fishing. We're more attached to the nature than anyone else, I would say. We're living in pact with the nature and the reindeers. Okay. So our job is to follow the reindeers. Okay. And I read also on internet recently that only Sami people can actually take care of reindeer. Yeah, Is that true? Yeah. that's correct. Especially in Norway, it's only Sami people who are allowed to own reindeers. Okay. Yeah. And what about the clothes that you're wearing now? Is it like something that you wear traditionally, or it's your day-to-day? This is my traditionally clothing from my hometown, Karasjok. Karasjok is the place where I'm from, and my heritage is from Karasjok. So Okay. this design is the design of Karasjok Gakti. Okay. Gakti is the clothing. Cacti? Gakti. Cacti. Yeah. Okay. So you can also see the 2 other guides. Especially the man in the fence has a little bit different. He's from my neighbor town, Kautokeino, Okay. and he has an 1860 designed Gakti. 1860. Oh, okay. Yeah. So the woman in the fence, she's also from Karasjok, but she has the Gakti from Tana, further northeast towards Kirkenes. Okay. So it's like, if I can say, like the burnad from Norwegian people. Yeah. Like I know that they are different depending on where they are from. Yeah. So it's the kind of the same with your clothing. So It is the same like with our clothing. Every town has their own unique design. okay. Yeah. So to see like exactly the exact same as you were wearing, it's just people from the town that you originally from. Yeah, Okay. correct. Okay. And now there's a subject that really like I want to talk about because it's like the global warming. Yeah. You know, do you already see something changing with regards to the life here and whatever also for the reindeers, for how to feed, etc. Like, do you see already a change? Have you observed a change these past years, like these past 10 years? Like we feel the changes. Yeah. Like both the reindeer herders and the reindeers feel the changes of the climate change. Okay. Like it's getting more warmer winters, hotter summers. Yeah. For example, last winter here in Tromsø we had 1.5 months only with rain. Constantly from middle of December till end of January it was only raining. Oh, wow. And you're supposed to have snow instead. Where we had in middle of December we had about 2 meters snow here. Okay. So we had high amount of snow. Okay. But end of January we had about 0.5 meter of thick ice. Wow. So most of the snow melted away. And so how do the reindeers eat if the grass is in the ice? Yeah, that's the
challenge for the reindeers. Like they're struggling more to find food on the ground. But luckily we have birches around us here, and birches has moss on them, so they can walk around and eat the moss from the trees. Okay. But do they go like in the wild, or do you keep them in their stables like this? Here in the fence, we keep these reindeers inside the fence. Okay. But in traditional reindeer herding, the reindeers are roaming free around in the wilderness. That's why it's current, like even around Tromsø, to see reindeers crossing the roads. Yeah. Yeah. We Samis are the only nomad people of Europe. Okay, The only indigenous people of Europe. Okay. Not the only nomads, but the only indigenous people of Europe. Okay. And we are still nomads who are migrating after the herd. So now over the winter, my personal herd is in Karasjok, in inland of Norway, which is our winter grazing area. Okay. And at April, May, we start to migrate the reindeers from winter pasture over to summer pasture, which is closer by the ocean, and the grass is growing earlier compared to inland. Okay, I see. So it's a seasonal grazing areas. Nice. That's very interesting. And it's really like great to see, like, even with the times that are changing, that you are still preserving your traditions and your community, etc. Because when I think about like the word indigenous people, if you look, for example, what happened in the United States, with these people used to call them Indians, but they are like Native Americans, and when you see that most of them like disappeared and they didn't keep their traditions or whatever, I think they are like very numbered now, low numbered. So it's really great to see here that it's really preserved and that people respect still your tradition, your culture, and everything. So, and I mean, do you? I don't know. It's maybe a silly question, but do you guys like mix up with Norwegians, with Scandinavians, or do you more rather say that you're staying with your community in general? How does it work? Well, of course, my grandmother is wishing me to find a Sami woman. Okay, so they still prefer. Yeah, okay. That's a preparation. Okay. And for us who are working with reindeers, we're also preferring to find someone who knows already the way of the Samis, the life way of Samis. Okay. So as I used to present the Sami people, we are the protector of the wilderness. Yeah. Even like we are using the areas, but we are making sure this area will be the same for the next generation up for coming. Okay. And every time we're hiking, making bonfire, we're making sure to clean up everything after us. Nice. Especially plastics, aluminium tins. Bring everything with us down again. Don't leave anything out in the nature. Yeah, something that is not biodegradable. Yeah. Exactly. That's great. So this is part of our own responsibility to take care of the nature. If only everybody was like that on this planet. It would be easy. Yeah. But it's been very nice to meet you. I'm really honored already to meet you, because I was like totally obsessed for the past weeks before preparing this trip. Yeah. And I say I really want to meet somebody real Sami, and talk about the culture and everything. So I'm really glad that I met you. And I won't say your full name, sorry. I just remember John Michael. Yeah, but that's close enough. Okay. So my name is Eira Mahte Aslaka Johan Mahte Jon Mikkel. Eira Mahte is my great-grandfather. Okay. Aslat was my grandfather. Okay. Johan Mahte is my father, and I am Jon Mikkel. Jon Mikkel. Jon Mikkel, yeah. Jon Mikkel, which is John Michael. Jon Mikkel. Is it in one word or two words? It's two words. Two Jon words. is John, and Mikkel is Michael. Jon Mikkel. Okay. Yeah. Well, Jon Mikkel, very nice to meet you. Thank you again for your time. And I hope you appreciate this moment on the video, because that was really a nice moment to meet Jon Mikkel here. And I wish you very good things for the future. And please keep up the good work with the nature, because it's the most beautiful thing we have here. And I think people don't realize it, that Earth is the most beautiful thing, and it should be more taken care of, And so really, thank you for everything that you do, and thank you again for your time. Duhat kiitu. Duhat kiitu. Duhat kiitu. Duhat kiitu.
Tuhat kiitos. 1,000 thanks. 1,000 thanks. Ah, it's like, because 1000 tak in Norwegian, so Yeah. duhat Is 1,000 duhat gitu. kiitos. Giituu. Guhat Duhat. duhat gitu. Kiitos. Duhat gitu. Yes. Perfect. Thank you, man. Thanks a lot. She's interested for the bucket. T'as un grand. This one is a greedy one. Yeah. Après 3 jours d'une aventure vraiment complètement ahurissante, il est temps à présent de dire au revoir à Tromsø. Mais c'est un au revoir évidemment temporaire, puisque mon objectif à présent est que d'ici quelque temps de m'installer ici. Oslo, en effet, et je le comprends seulement à présent, n'est qu'une étape dans mon aventure norvégienne. Tromsø m'attend les bras ouverts, et j'y reviendrai. Et lorsque j'y reviendrai, ce sera pour y poser mes valises. Ce paysage, la montagne, la neige, les différentes couleurs, mais également évidemment, juste simplement la nature, au sens le plus large du terme, m'ont complètement marqué à vie. Une empreinte qui restera sur l'être que je suis aujourd'hui et qui renforce encore une fois mon appétit de voyage, de découverte, de fabuleux moments, de fabuleux souvenirs, vraiment, grâce à ces paysages ahurissants. Ce pays me fascine de plus en plus et Tromsø est ma prochaine destination définitive. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'oubliez pas, un petit teaser sur ma prochaine destination apparaîtra juste après le générique de fin. Merci et à la prochaine.